Bienvenue à cette conférence du RTES, donc une conférence aujourd'hui dédiée à la structuration de filières économiques de territoire. Donc, nous sommes aujourd'hui plus de 90 inscrits à cette conférence et là, actuellement, on est 52 personnes connectées. Donc, vous pourrez poser vos questions ou faire part de vos témoignages lors de moments dédiés au cours de cette conférence. Et je vous inviterai à utiliser l'outil Lever la main pour prendre la parole. Donc, cette conférence, elle s'inscrit dans le cadre d'un chantier du RTES sur l'approche par filière. Et elle vient même inaugurer ce chantier pour l'année 2021. Donc, nos objectifs pour cette conférence en ligne, c'est de se demander quels sont les rôles possibles des collectivités territoriales dans la structuration de filières et comment les acteurs de l'économie sociale et solidaire peuvent être partie prenante de ces filières stratégiques. Donc, je vais vous présenter un peu le déroulé de cette conférence et nos intervenants d'aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, je vais revenir rapidement sur quelques éléments autour de cette thématique des filières, avant de passer la parole à Aurore Médieux, qui est donc responsable transition écologique et économie circulaire à ESS France. Et donc, elle va vous présenter en 15-20 minutes les actions d'ESS France sur cette question de la structuration de filières, en faisant un focus sur l'économie circulaire. Et il y aura ensuite un temps d'échange de 10-15 minutes autour de son intervention. Et ensuite, on passera la parole à Florentin Notissier, qui est donc adjoint en charge de l'ESS, de l'économie circulaire et de la contribution à la stratégie zéro déchet à la ville de Paris. Donc là aussi pour 15-20 minutes, où il nous présentera les travaux de la mairie de Paris visant à structurer des filières solidaires de l'économie circulaire. Et il y aura donc ensuite aussi un temps d'échange de 10-15 minutes autour de son intervention. Et en fin de conférence, on vous proposera de répondre à quelques questions sous forme de sondage. Et on aura un temps d'échange un peu plus global. Donc, comme convenu, je vous donne quelques éléments introductifs. Donc, suite à l'annonce de travaux du Conseil supérieur de l'ESS en 2020 sur une politique nationale de soutien aux filières, le RTES avait consulté ses collectivités adhérentes sur cette thématique des filières à travers un questionnaire. Et il était notamment ressorti des réponses à ce questionnaire que nos collectivités adhérentes jugeaient comme prioritaires quelques filières qui seraient nécessaires d'accompagner à se structurer, à savoir l'alimentation durable, l'économie circulaire, les mobilités et la logistique urbaine, l'énergie, le textile et le numérique. Et au-delà de l'identification de ces filières prioritaires, le RTES avait consulté ces collectivités adhérentes au sujet des freins et des leviers qu'elles pouvaient rencontrer dans la structuration de filières sur leur territoire. Et du coup, en ce qui concerne les freins, on a pu noter la question du manque de moyens financiers pour assurer la structuration de filières et notamment le besoin de financer des diagnostics territoriaux préalables pour éviter toute mise en concurrence et au contraire créer des coopérations économiques sur les territoires. Et il avait été aussi revenu la question de la complexité de levée de fonds pour des projets ambitieux. Voilà. Et concernant les leviers maintenant sur lesquels s'appuyer pour développer des filières, on a pu noter en particulier l'articulation et les coopérations entre le public et le privé, la nécessité de mobiliser tous les acteurs et de travailler donc en transversalité. Un autre levier possible concernait la mise au point de nouveaux cursus de formation qui dépassent les frontières traditionnelles entre les métiers au sein d'une même filière économique. Et il y avait enfin un autre levier autour de l'intérêt des... Excusez-moi, Oui, encore une fois, est-ce que vous pouvez bien parler un peu plus fort, s'il vous plaît? ça Je n'entends marche. pas. Très bien, pas de souci. Et donc, le dernier levier concerne donc l'intérêt des contrats de développement territoriaux, donc notamment les contrats de relance et de transition écologique, les CRTE qui se mettent actuellement en place, mais aussi le dispositif territoire d'industrie ou le soutien au tiers-lieu, etc.
Et donc, les collectivités adhérentes au réseau nous avaient également fait part de leurs besoins pour avancer sur ces enjeux de structuration de filières. Et elles ont fait part de leur souhait de partager de l'expérience et des analyses pour acquérir davantage de méthodologies pour structurer et animer des filières. Et elles ont également signifié le besoin d'accompagnement à la mise en œuvre de ces démarches. Et c'est ce qui explique du coup que le RTS lance aujourd'hui ce chantier de travail. Voilà. Alors, je regarde les messages en même temps parce que je ne pouvais pas les lire. Oui, ouais. Oui, madame, si vous pouvez de votre côté aussi augmenter le son de votre ordinateur, parce qu'a priori, les autres personnes entendent bien. Mais enfin, voilà. Et donc, après ces éléments Faille d'introduction. accéder, je ne peux pas vérifier, mais apparemment, je l'avais mis. D'accord, ça marche. Bon, du coup, après ces éléments d'introduction, je vais laisser la parole à Aurore Médieux, donc, qui va donc nous présenter les actions d'ESS France sur cette question de la structuration de filière en faisant un focus sur l'économie circulaire. J'arrête le partage d'écran. Et Aurore, est-ce que vous souhaitez que je projette votre diaporama? Est-ce que Aurore est là? Alors, je ne vois pas Aurore, qui était là tout à l'heure. Bon, sinon, si elle n'est pas là, on va du coup commencer par l'intervention de Monsieur Letissier. Ah, si, c'est bon, elle est là. Elle arrive. Donc, Aurore, si vous pouvez prendre la parole et je peux, si vous le souhaitez, projeter votre... Ah, non, je ne vous entends pas. Alors, attendez. Je vais voir si c'est au niveau du micro chez nous. Là, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Super. Désolée, j'étais avec plusieurs casques branchés en même temps. D'accord. Du coup, merci beaucoup, Martin. Oui, je vous disais, si vous pouvez vous projeter, c'est comme vous voulez. Je peux aussi projeter, mais comme vous avez déjà le partage d'écran, vous pouvez projeter pour moi si vous le souhaitez. Très bien, je le fais, pas de souci. Bonjour à toutes et tous, merci beaucoup de nous avoir invités. Ah bah je vois qu'il y a même un collègue à moi qui était caché parmi les participants. Bonjour Fabrice. Merci beaucoup du coup de nous avoir invités aujourd'hui. Effectivement, l'ESS France travaille sur les questions de transition écologique et donc un certain nombre de filières que vous avez identifiées par ailleurs comme prioritaires lors de votre enquête depuis maintenant 2017. Et peut-être du coup, si on peut passer à la slide suivante, Martin, vous rappeler un petit peu le contexte, ce qu'est ESS France, à savoir la Chambre française de l'économie sociale et solidaire. Donc l'ESS est implanté de fait dans l'ensemble des secteurs d'activité en France, représente 10,5% de l'emploi d'ailleurs. Et ESS France Chambre française représente l'ensemble des grandes têtes de réseau de l'ESS, notamment par famille, puisque pour rappel peut-être, l'ESS est défini par la loi 2014 de l'ESS par les statuts des entreprises. Tout le monde ne peut pas se revendiquer de l'ESS et on appartient à l'ESS en fonction de son statut juridique. Donc les trois historiques qui sont les associations, les mutuelles et les coopératives, et puis plus récemment les fondations et les sociétés commerciales de l'ESS. Au sein de l'ESS France, donc ces grandes familles-là sont représentées et depuis l'été dernier, de nouveaux membres ont adhéré à la Chambre française, que sont les CRES, les chambres régionales de l'ESS, que vous connaissez très certainement dans vos territoires, ce qui nous permet d'avoir une bonne articulation entre des réseaux nationaux et une représentation territoriale forte. Voilà, on peut passer à la suite, Martin, s'il vous plaît. Juste aussi pour rappel peut-être de vous présenter les différentes missions des CRES, qui sont des missions régaliennes fixées par la loi de l'ESS de 2014, avec notamment les missions de représentation et d'animation, de développement, d'observation, de formation et de promotion. Et je tenais à le rappeler parce que je trouve que c'est un intérêt certain dès lors que l'on parle de structuration de filières au cœur des territoires, puisque les CRES ont donc un rôle assez fort d'accompagnement des entreprises de l'ESS et de fait
de ces actions d'animation peuvent découler des actions de structuration de filière. Si on peut passer à la suite. Merci beaucoup. Sur les questions de transition écologique au sens large chez ESS France et avec les CRES, on travaille sur différents axes avant de rentrer dans le détail de la structuration de filière, mais c'était pour vous remettre dans le contexte. On a différentes actions. On va avoir des actions vraiment d'accompagnement et de développement économique des structures de l'ESS dont le cœur de métier a trait à la transition écologique, que ce soit par exemple les ressourceries sur l'économie circulaire ou énergie partagée, ENERCOP, qui vont être plutôt sur des propositions d'offres d'énergie verte. Même chose sur des questions d'agriculture et d'alimentation, si je prends l'exemple des jardins de cocagne, par exemple. Donc là, on va vraiment, c'est dans ce cadre-là qu'on va, c'est cette partie-là sur laquelle on va faire un focus juste après pour pouvoir parler de structuration de filière. Mais je tenais quand même à dire que de plus en plus, nous menons aussi des actions en faveur de l'intégralité des entreprises de l'ESS pour faire en sorte qu'elles puissent s'engager dans leurs pratiques internes à améliorer leurs pratiques environnementales. En fait, ça se rapprocherait traditionnellement des engagements RSE, si vous voulez. Et puis, on a évidemment une mission, notamment chez ESS France, mais aussi dans les CRES, d'animation et de mobilisation des différents réseaux, et en l'occurrence sur les questions de transition écologique, des réseaux qui sont spécialistes aussi de l'économie circulaire, tels qu'on est beaucoup en échange par exemple avec Emmaüs France, le réseau national des ressourceries, Envie, ce type d'acteurs. On peut passer à la suite, Martin, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc sur le focus spécifique de la structuration de filière, les CRES et nous, chez ESS France, réalisons un certain nombre d'actions pour essayer d'accompagner au mieux les structures et d'avoir justement des actions de ce que moi je considère déjà de l'ordre de la structuration de filière, puisqu'on va organiser des webinaires thématiques en lien avec la transition écologique et plus particulièrement l'économie circulaire qui vont permettre à la fois de valoriser des initiatives de l'ESS, mais aussi de partager des retours d'expérience entre structures. Vous pourrez les retrouver sur notre site internet et on en a notamment organisé sur la question du réemploi des matériaux du bâtiment, de la vente en ligne du réemploi, avec notamment la présentation de label Emmaüs pour celles et ceux qui connaîtraient déjà, sur des questions de logistique du réemploi, puisqu'on voit que c'est un frein fort dès lors qu'il s'agit de changement d'échelle. Ensuite, on considère qu'il est important aussi que nos structures puissent se rencontrer entre elles au niveau des territoires, mais aussi vous rencontrer, vous, collectivités. Et donc, depuis très longtemps déjà, les CRES, elles ont développé ce qu'on appelle les espressos, qui sont des rencontres en bilatéral entre les entreprises de l'ESS, les collectivités et d'ailleurs des entreprises qui ne seraient pas de l'ESS. Et depuis 2018 maintenant, un certain nombre de CRES ont réalisé des espressos avec des focus thématiques dans le cadre justement de la structuration de filière sur les questions d'économie circulaire, ou certaines maintenant en font aussi sur le thème très spécifique de la réduction des déchets, donc sur les questions de prévention, de réemploi et de réutilisation. Côté ESS France, on a aussi développé un outil clé en main que l'on met à disposition des CRES qui s'appelle le Speed Meeting filière REP et réemploi, donc les filières à responsabilité élargie du producteur. L'objectif étant de pouvoir permettre à l'échelle régionale, pour le coup, aux éco-organismes de venir présenter ce qu'ils peuvent faire sur la question du réemploi. Alors évidemment, les 19 filières REP actives aujourd'hui ne sont pas toutes concernées par la question du réemploi. Donc dans ces speed meetings, on a 4 filières représentées: la filière des meubles, la filière des déchets d'équipements électriques et électroniques, celle des textiles, linge de maison, chaussures et celle des emballages, papier graphique. L'objectif étant que les collectivités et les structures de l'ESS puissent venir à la rencontre des éco-organismes sur des temps d'échange de 25 minutes. Et il y a 5 séquences de 25 minutes, donc ça tourne, à chaque séquence, ça tourne et chaque éco-organisme reste dans une salle spécifique et il y a des petits groupes de 10-15 personnes qui tournent pour les rencontrer. Ça permet de se mettre un petit peu à jour sur toutes les nouvelles actions que ces éco-organismes-là peuvent mener. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit peu de publicité. Il y en a 3 qui sont déjà prévus pour ce premier semestre et 6 au total en 2021. Donc là, de manière certaine, soit le 20, soit le 25 mai, ça reste encore à définir, aura lieu le speed meeting en Auvergne-Rhône-Alpes. Le 10 juin à Marseille, on l'espère en présentiel pour la région Sud PACA. Et puis le 25 juin dans les Pays de la Loire.
sachant que normalement, on devrait avoir aussi Bretagne, Hauts-de-France et Centre-Val de Loire au deuxième semestre, mais ça reste à confirmer. Et pour appuyer ces rencontres-là d'un point de vue technique, avec les éco-organismes, nous avions déjà travaillé dès 2019 à la réalisation de livrets techniques, justement qui expliquent bien en quoi chaque éco-organisme travaille avec les structures de l'ESS par filière, principalement sur des questions de réemploi, mais vous avez aussi des cas de figure où on va être sur de la préparation au recyclage, si je pense à la filière des déchets d'équipements électriques et électroniques, par exemple. Donc, ces livrets sont disponibles sur notre site internet, devraient être mis à jour dans les prochains mois, puisque j'imagine que vous savez que la loi économie circulaire, la loi AGEC, a permis la création de fonds réemploi. Et donc, ça va nécessairement venir impacter le fonctionnement de ces filières avec nos structures de l'ESS. Mais sachez que les livrets, pour l'instant, sont toujours disponibles sur notre site internet. Sur les questions de structuration de filière et notamment de structuration du modèle économique, on accompagne aussi les ressources, enfin toute structure qui fait du réemploi, que ce soit des ressourceries, des recycleries, mais aussi des structures Emmaüs ou Envie, dans l'animation d'un groupe de travail sur la définition d'un certain nombre d'indicateurs qui visent à valoriser les externalités positives du réemploi opéré par des structures de l'ESS. Et ce discours-là, il est principalement réalisé pour les collectivités territoriales. Pourquoi c'est important de travailler à outiller les structures à valoriser leurs actions? C'est que dans la majorité des cas aujourd'hui, le partenariat qui peut être mis en place avec une collectivité, une structure du réemploi, est principalement vu sur la seule question de la gestion du déchet. C'est normal, c'est vraiment l'entrée filière par laquelle les structures sont rentrées. Cependant, il nous semble important de pouvoir valoriser que des activités de réemploi opérées par des structures de l'économie sociale et solidaire apportent un certain nombre d'externalités additionnelles à la seule question du réemploi sur le territoire. Parce que, par exemple, un certain nombre d'entre elles vont être sous forme d'entreprises d'insertion ou d'ateliers chantiers d'insertion, donc elles vont réaliser de l'insertion pour des personnes éloignées de l'emploi. Elles vont permettre de créer de l'emploi local non délocalisable. Elles vont avoir aussi des actions de solidarité, puisque ça veut dire remise sur le marché d'équipements à bas prix qui permettent de favoriser un accès à des produits pour des ménages à faible pouvoir d'achat. Aussi des questions de lien social et lien territorial, puisque ce sont des espaces où les gens disent aimer venir pour se rencontrer, pour échanger. Donc notre objectif, c'est aussi de pouvoir valoriser toutes ces externalités-là, qui visent aussi à montrer pourquoi c'est important de travailler plutôt avec des structures de l'ESS qu'avec des structures d'économie traditionnelle qui, elles, vont délocaliser les chaînes de reconditionnement en Pologne ou parfois même en Chine. Donc ça fait partie d'un outillage qu'on fait auprès des structures pour essayer de les aider aussi à trouver des argumentaires pour passer des conventions et donc structurer leur modèle économique. Dans le cadre du deuxième confinement qui avait eu lieu juste avant Noël, nous avions aussi réalisé une note à destination des structures pour leur présenter les différentes solutions de vente en ligne du réemploi développées par des structures de l'ESS elles-mêmes. Donc, je pense par exemple à Label Emmaüs, à Réciclivre, que vous devez connaître pour les livres, à Rebelote, voire même à Etikado, qui est une coopérative qui est une carte cadeau de consommation responsable et donc notamment qui travaille en partenariat avec les structures de type recyclerie. Encore une fois, l'idée, c'était bien de leur donner des solutions clés en main pour essayer de déployer de nouveaux modèles de vente dans une période où certaines d'entre elles allaient devoir fermer. Et puis, dans ce cadre-là et dans le cadre de la République de l'ESS, portée par ESS France, nous avions développé un site éphémère qui posait la question, l'ESS est-elle en mesure, est-elle une solution pour commencer à vivre sans Amazon? Et donc, justement, on présentait les solutions de vente en ligne du réemploi, par exemple. Et puis, donc, on fait en matière de structuration de filières, alors c'était très intéressant de voir que 2 d'entre elles étaient dans les filières que vous aviez identifiées dans le questionnaire comme prioritaires, à savoir la filière textile et la filière du numérique durable. Les CRES, donc les chambres régionales de l'ESS, quand elles travaillent avec les structures,
certaines fois, les structures vont leur demander d'animer des groupes de travail justement sur certaines filières pour aider à structurer en faisant des échanges entre structures, voire même en leur demandant de travailler à des discours de plaidoyer pour pouvoir les représenter. Et dans ce cadre-là, les CREFS m'ont demandé de pouvoir animer un groupe à l'échelle nationale sur les 3 filières que vous voyez détaillées en turquoise, justement pour qu'on puisse travailler à un échange de pratiques entre régions, mais surtout à la construction d'un plaidoyer de représentation qui permette encore une fois de montrer les spécificités de l'ESS sur ces filières. On a également un fort rôle de représentation auprès des pouvoirs publics et de grandes commissions au niveau national, puisqu'on représente les acteurs de l'ESS du réemploi au sein de la commission interfilière REP, à savoir donc le réseau national des ressourceries, Emmaüs France, Envie, le recyclage, le CORAS par exemple pour les ateliers chantiers d'insertion pour lesquels un certain nombre de chantiers travaillent sur les questions du réemploi. Ce qui nous permet du coup de co-construire des notes de préconisation avec les acteurs de l'ESS dont c'est le cœur de métier, de pouvoir les représenter dès lors que vont être rédigés le fonctionnement des fonds réemploi, certains décrets d'application des filières. Donc, encore une fois, ça me semble complètement indispensable dans la structuration des filières puisque c'est une façon pour nous d'avoir un impact réel sur la réglementation qui peut ensuite impacter les structures dans leur fonctionnement et leur développer d'ailleurs des nouvelles opportunités de marché. Donc, même chose, on les représente au sein de certains comités de parties prenantes d'éco-organismes, à savoir Valdelia et Écosystème. Dans la période qui a suivi la première phase de confinement en mai-juin 2020, on a aussi travaillé en partenariat avec l'ADEME à la création d'un fonds de soutien de 10 millions d'euros à destination des ressourceries-recycleries. Pour les aider justement à faire face à cette première fermeture de 2 mois. Et puis, il y a 2 semaines maintenant, on a déposé un dossier d'amendement, pour le coup, plus transversal que la seule question de l'économie circulaire, mais plus largement sur des secteurs d'activité de la transition écologique, dans le cadre de la loi climat et résilience. Donc, on a aussi une forte action à jouer sur le plaidoyer au niveau national dans le cadre de rédaction de loi pour pouvoir représenter les acteurs et leur permettre d'avoir des cadres réglementaires qui correspondent à leurs préoccupations et à leurs enjeux de terrain. Dès lors que l'on parle de structuration de filière, on parle aussi d'être capable de référencer et d'identifier les structures en étant en mesure de qualifier les activités qu'elles mènent. Et c'est pour ça que depuis 2 ans et demi maintenant, on travaille avec 7 régions pilotes, 7 CRES pilotes que vous voyez affichées sur la slide, à l'identification de toutes les structures de l'ESS spécialistes de l'économie circulaire. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose parce que c'est difficile de savoir si la structure travaille plutôt sur le textile ou sur les biodéchets. Donc, on s'est rendu compte très vite que si l'on voulait avoir un référencement qui soit utile dans les territoires, notamment pour les collectivités et les institutions de type région ou direction régionale de l'ADEME, il nous fallait un certain niveau de qualification des activités. On a donc une grille qui a 514 champs de qualification des structures de l'économie circulaire, qui est donc, sur ces 7 régions, on a 1400 structures référencées pour lesquelles on n'a pas encore la qualification pour toutes les structures, puisque c'est sur la base du volontariat, donc il y a environ 300 structures qui ont, elles, commencé vraiment à répondre de manière spécifique à cette qualification. Toujours est-il que ces 1400 structures seront publiées à la fin du mois d'avril sur un outil cartographique qui sera à destination de toutes et tous, et qu'on espère d'ailleurs collaboratif, puisqu'on espère que des collectivités ou des citoyens soient en mesure de venir enregistrer de nouveaux points ou mettre à jour et qualifier des points déjà référencés. L'objectif étant de faire quelque chose, c'est pour ça qu'on a travaillé d'ailleurs en partenariat avec les grands réseaux dont je vous parlais tout à l'heure sur cette question-là aussi, et que nous développons un module de partage de données avec d'autres cartes déjà existantes dans le but de pouvoir, et qu'on va mettre à disposition d'une communauté qui utilise l'outil GoGoCarto, qui est l'outil qu'on a retenu pour faire les cartes, qui permettra du coup d'essayer d'optimiser l'actualisation des données. C'est-à-dire que si une même structure est référencée sur 2 cartes de GoGoCarto et que ces 2 cartes s'auto-alimentent avec ce module de partage de données que nous développons, cela permet de mettre à jour la donnée sur les 2 cartes en même temps, ce qui évite de sursolliciter les structures systématiquement pour leur demander de venir remettre de la donnée à jour. Donc, ça veut dire qu'on aura un gros travail aussi
d'acculturation des partenaires et de sensibilisation à cet outil de partage pour s'assurer de la réussite du projet. Donc ça, je vous disais, ça sortira d'ici la fin du mois d'avril. Et puis pour terminer, parce qu'il me semble que c'est important, d'ailleurs que l'on parle de structuration de filière, de pouvoir aussi valoriser les structures. Il y a la question de l'animation et de la montée en compétences, elle est primordiale, mais vous parliez tout à l'heure de besoin de retour d'expérience et de partage. Je pense que ces valorisations d'initiatives, elles servent aussi à ça. Donc, depuis 4 ans maintenant, nous réalisons des fiches portraits de structures de l'ESS engagées dans la transition écologique. Du coup, dans les secteurs développés, il y a aussi l'économie circulaire. Et puis, depuis cette année, on réalise des fiches de retour d'expérience de partenariat entre collectivités, justement, et structures de l'ESS sur les questions de la transition écologique. Donc, ce sont des 4 pages qui sont ceux que vous voyez en bas à droite. Je pourrais vous partager ensuite tous les liens dans le chat si besoin. Là, pour le coup, on en a fait 2 qui sont plutôt sur l'énergie à ce jour, mais on vous invite, si vous êtes intéressé à valoriser des partenariats sur les questions de l'économie circulaire, à nous le faire remonter, sachant que le RTES est partenaire de cette initiative avec nous. Donc, vous pouvez tout à fait passer... Enfin, je parle pour vous maintenant, mais vous identifiez auprès du RTES et puis on pourra faire des fiches sur vos territoires. Et donc, ces webinaires dont je parlais, ils servent aussi à faire de la valorisation des structures et à montrer ce qui peut se faire. Et la dernière slide, c'est juste pour rappeler qu'il existe au mois de novembre le mois de l'ESS, dans lequel se mobilisent tous les réseaux de l'ESS, les CRES et surtout les structures de l'ESS, puisque ce sont elles qui font du mois de l'ESS ce qu'il est en enregistrant des événements. Il se trouve que depuis, ce sera la 4e année, cette fois, on va faire le prix de la transition écologique et ESS. Jusqu'à présent, les 3 initiatives qui ont remporté ces 3 dernières années étaient justement sur la question de l'économie circulaire. Donc, c'est aussi une façon de structurer en faisant voir ce qui peut se faire. Et puis, on travaille en partenariat très étroit avec l'ADEME sur la question de lors de la 3e semaine de novembre, mais cette année, je crois que c'est la dernière semaine de novembre, pour la semaine européenne de réduction des déchets, puisqu'un certain nombre d'initiatives en la matière sont portées par des structures de l'ESS. Donc, c'est l'occasion pour nous aussi de mettre en valeur ces initiatives-là. Voilà. Très bien, merci beaucoup Aurore. On va du coup à présent prendre vos questions et on a d'abord une première question de Sandra Guillemin, donc de l'Eurométropole de Strasbourg, pour vous Aurore. Le référencement sera-t-il étendu après cette première phase? Oui, du coup, c'est tout l'enjeu des prochaines étapes, à la fois de trouver de nouvelles régions, de pouvoir avoir de nouvelles régions sur le sujet spécifique de l'économie circulaire. Dans les tiroirs qui pourraient être je dirais qu'il y a probablement Bretagne, Hauts-de-France, Centre-Val de Loire, La Réunion. Alors, je suis désolée, ça ne répond pas à Sandra, c'est pas exactement sur son territoire, mais on croise les doigts pour que ça arrive. L'idée, c'est aussi que cette contribution, il y a certes un besoin de modération de la donnée par les CRES pour être sûr que la qualité de la donnée est en rendez-vous. En revanche, on compte vraiment beaucoup sur les structures et les collectivités et citoyens pour venir ajouter de la donnée. Donc, on peut complètement imaginer que des territoires commencent à s'emparer de la carte et remplissent les données, même si la CRES n'est pas venue directement ajouter 400 points comme c'est le cas sur les autres. Donc, super. Je vous invite à en faire, c'est parfait. Et l'idée, c'est aussi quand d'ici la fin de l'année, on commence à essayer d'aller sur d'autres secteurs d'activité. Celui qui est retenu pour le moment, je pense, ce sera agriculture et alimentation durable. Mais ça reste à valider. L'idée étant qu'on puisse avoir un certain nombre de secteurs d'activité, l'énergie, la mobilité douce, enfin, un certain nombre de celles d'ailleurs que vous avez identifiées comme prioritaires. Très bien. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui souhaitent poser une question à Aurore Médieux. On a d'ailleurs une réaction de Laurence Parc de Nantes Métropole. Mais c'est bon, sur notre métropole, c'est la première CRES qui a travaillé au Pays de la Loire sur la question. C'est aussi surtout grâce à elle qu'on en est là aujourd'hui. Donc, tout va bien sur Nantes, vous aurez les données. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on passe à l'intervention de Florentin Letissier?
Ah, il y a une question de Marianne Cuoc de l'ANRU sur les filières productives. Autres que les remploi, avez-vous des partenariats? Dans l'économie circulaire, vous voulez dire? Marianne, si... Non, au sens large, ouais. Disons qu'on a vu qu'il y avait un vrai gros besoin de structuration sur des filières de l'économie circulaire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit bien que celles qui sont remontées, c'était celle-ci. Maintenant, on commence à voir dans certains territoires, je pense à l'Île-de-France, aux Hauts-de-France ou à l'Occitanie, que la question de l'agriculture de proximité commence à monter pas mal, puisqu'un certain nombre de structures de l'ESS sont sur ces questions-là. Et je pensais aussi à la question de la mobilité douce et notamment du dernier kilomètre, qui concerne évidemment plutôt les métropoles, mais on voit bien qu'il y a un gros sujet aussi là-dessus. Et d'ailleurs, il y a probablement un rôle qu'il y a un partenariat à trouver avec les collectivités, parce que qui dit logistique du dernier kilomètre avec des modalités plus douces, à savoir du vélo, dit aussi trouver des espaces fonciers pour avoir des entrepôts logistiques qui permettent de faire la rupture de charge avec les entrepôts qui sont malheureusement, enfin heureusement, je ne sais pas ce qu'il faut dire, mais en tout cas aujourd'hui à l'extérieur des villes. Oui, et il y a votre collègue Fabrice Combet qui précise qu'il y a également des partenariats au niveau de la silver economy. Oui, que moi je suis moins, évidemment, c'est Fabrice qui pourrait compléter, puisque ça relève moins de la transition écologique aujourd'hui, même si certains s'équipent en véhicules électriques. Donc. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on passe à l'intervention de Monsieur Letissier? Je n'en vois pas. Donc, merci beaucoup, Aurore. Et donc, je vais laisser la parole à Monsieur Letissier. Et je vais projeter votre diaporama. Très bien. Bonjour à toutes et tous. J'espère que vous m'entendez bien. Moi, j'entends très bien en tout cas. Merci au RTS pour cette conférence et merci à l'intervenante précédente qui a présenté, je pense, une belle boîte à outils, un certain nombre d'acteurs aussi qui sont très utiles pour développer les filières, et j'aurai l'occasion d'en parler de quelques-uns aussi par rapport à ce qu'on est en train de lancer sur Paris. Donc, en fait, c'est ce chantier sur les filières à Paris, on l'a vraiment lancé donc, depuis le début de cette mandature, même si à la mandature précédente, on avait eu toute une réflexion en termes d'états généraux de l'économie circulaire, où en gros, on était dans un temps de mobilisation du territoire par rapport à cette économie circulaire que finalement pas tant de gens connaissaient. Je parle au niveau de la population, mais aussi au niveau des acteurs économiques. Aujourd'hui, l'économie circulaire semble être largement entrée dans le débat public. Et ma délégation, elle mêle économie sociale et solidaire et économie circulaire. Et donc, en fait, toute notre approche par filière, on l'a construit au croisement des enjeux de l'économie sociale et solidaire et de l'économie circulaire. Donc moi, quand j'ai pris mes fonctions à la ville de Paris en juillet dernier, évidemment, c'était un contexte qui n'est pas très différent du contexte actuel, c'est-à-dire un contexte de crise, où Paris a été très fortement impacté par la crise économique, plus d'ailleurs que de beaucoup de territoires en France, puisque ce qui caractérise notre tissu économique à Paris, c'est un tissu économique hyper tertiarisé, notamment dans des secteurs qui sont très dépendants de la mondialisation. Donc, évidemment, le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, et puis aussi un secteur culturel qui est très, très fort. Donc, quand vous êtes dans une économie de confinement, dans une économie de couvre-feu, évidemment, tout ça, ça ferme. Et ça a eu un impact très violent sur nos indicateurs économiques, que ce soit le taux de chômage, que ce soit le nombre de bénéficiaires du RSA qui a explosé sur Paris. Et donc, notre approche par filière, elle s'inscrit aussi dans ce contexte d'urgence, mais je pense qu'il est commun à beaucoup de territoires, de créer des emplois. On a besoin de créer des emplois qui ont du sens et qui ont du sens parce qu'ils, justement, ils sont ancrés dans un territoire et qu'ils ne sont pas dépendants des aléas, j'ai envie de dire, de la mondialisation. Et pour une ville comme Paris qui se construit tant, y compris en termes d'image, dans la ville-monde, c'est aussi un discours qu'on a dû porter voilà, on veut aussi faire de la relocalisation dans Paris ou au sein du Grand Paris, avec des problématiques plus difficiles peut-être que dans beaucoup d'autres territoires en termes justement d'accès au foncier, à l'immobilier, puisque vous savez que c'est extrêmement cher ici. Et donc, ça nous freine aussi beaucoup dans notre développement
économiques et aussi dans les filières d'économie circulaire. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans un premier temps? On a essayé d'identifier les secteurs de l'économie circulaire dans lesquels on avait déjà des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc, quels étaient en gros, quand on regarde notre tissu ESS à Paris, quels sont déjà les acteurs présents qui sont positionnés dans l'économie circulaire d'une manière ou d'une autre? Parce que c'est quand même très difficile de partir de rien, en fait, de partir ex nihilo. Nous, on a voulu quand même partir de choses qui existent, de secteurs qui existent, y compris pour les faire transitionner vers des pratiques davantage d'économie circulaire. Donc, on a eu cette réflexion avec nos services à la Ville de Paris. On a eu aussi des échanges avec la CRES Île-de-France, avec la Maison des Canaux, pour celles et ceux qui connaissent peut-être, qui sont dans le Grand Paris ou en Île-de-France. Donc, en gros, qui est la maison de l'ESS de Paris. Des échanges aussi avec un acteur qui est très important pour nous, qui est PIE, Paris Initiative Entreprise, qui est un acteur du financement, qui est cofinancé aussi par la région Île-de-France et par aussi quelques acteurs privés comme des banques. Et on a eu cette réflexion de se dire, voilà, quels sont les secteurs aujourd'hui sur lesquels on peut mettre l'accent en termes de filières. Et on a abouti à 5 filières prioritaires qu'on a dégagées, sur lesquelles je vais dire quelques mots par la suite. Donc, c'est des filières finalement qui se retrouvent dans beaucoup d'autres territoires et elles ont été citées par l'intervenante précédente sur ESS France parce qu'elles ont aussi été identifiées. C'est la filière textile. Paris, il y a une forte identité de textile plutôt de luxe, historiquement, mais au début du siècle, Paris, enfin au début du siècle précédent et jusqu'au début des 30 Glorieuses, c'était quand même une ville aussi d'ateliers, Paris, d'ateliers textiles, de fabrication. Et ça s'est vraiment perdu avec les délocalisations et puis la fast fashion, comme on dit, des ateliers des pays à bas coût de production. Donc, le textile. Deuxième secteur qu'on a ciblé, c'est le secteur des alternatives au plastique à usage unique, puisque en fait, on a une stratégie à Paris de sortie du plastique à usage unique, notamment développer les filières de vrac et de consigne. Et moi, je suis plus spécifiquement d'ailleurs chargé par la maire de piloter le développement de la filière consigne à Paris, donc la consigne pour réemploi, donc les contenants réutilisables dans la restauration, dans la vente à emporter. Troisième filière qu'on a, donc évidemment, pourquoi ce secteur? Parce qu'il y a énormément de restaurants à Paris et aussi d'acteurs de la grande distribution et de commerce. Troisième filière qu'on a identifiée, c'est les D3E, donc tout ce qui est équipement électronique, numérique, informatique. Où là, on s'est dit qu'on aimerait aussi avoir une réflexion sur, parce qu'on nous rebat toujours les oreilles avec, maintenant, on entre dans l'économie de la Smart City, la 5G. Bon, c'est un parti pris personnel aussi, ce que je vous dis, mais bon, on nous fait croire que tout va passer par la technologie, par les data, etc. Nous, on avait aussi la volonté de réfléchir à ce qu'on appelle la low-tech, c'est-à-dire voilà, la technologie de basse intensité, c'est-à-dire voilà, quand on va sur la réparation, quand on va sur le réemploi, on n'est pas sur toujours cette fuite en avant de l'hyper-technologie. Et donc, on s'est dit qu'à Paris, ça pouvait être intéressant aussi d'avoir des ateliers de réparation, de reconditionnement de matériel informatique, de téléphones portables, surtout qu'on connaît toutes et tous les chiffres des gens qui ont des téléphones portables qui dorment dans les tiroirs et donc qui ne se servent plus. Quatrième filière, c'est la filière de l'ameublement, des matériaux de construction et j'ajouterais du bâtiment. Le bâtiment, donc très gros poste d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, comment est-ce qu'on fait de l'économie circulaire dans le bâtiment et notamment dans les chantiers, puisque l'idée, c'est d'aller, si possible, vers du chantier zéro déchet. Donc, tous les chantiers qu'on a, on récupère les gisements, les gravats, on essaie de les réintégrer dans des chaînes de valeur. Et puis, en amont, toutes les réflexions sur l'éco-conception des matériaux de construction. Et l'ameublement, on a un enjeu évidemment sur l'ameublement domestique des Parisiennes et des Parisiens, mais aussi sur l'ameublement de bureaux, puisqu'on est dans une ville où il y a beaucoup de bureaux. Et là, c'est en train de se retourner aussi, comme vous le savez, avec le contexte économique, le développement du télétravail. La surface de bureaux dans Paris est en train de diminuer et les entreprises se tournent vers le télétravail. Et donc, on a aussi du foncier qui se libère pour du logement. Et donc, on se retrouve avec des équipements de bureaux qu'on peut récupérer pour les revaloriser, les réutiliser. Et dans cette réflexion aussi, et notamment sur l'ameublement domestique, c'est d'avoir du matériel de réemployé, mais à prix accessible. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit juste comme ça se fait un peu à Paris déjà et ailleurs, je suis sûr, des salons avec du mobilier design à base de matériaux circulaires. Il faut que ce soit aussi accessible à toutes les bourses, aux classes moyennes, aux classes populaires. Et donc là, il faut qu'on aille aussi vers des logiques de massification
d'industrialisation dans l'économie circulaire, parce que si ça reste de la niche, on sait que ça va être que pour les plus favorisés. Et puis, dernière filière, c'est la filière de la logistique, mais ça a été évoqué juste avant, notamment toute une réflexion sur la cyclo-logistique dans une ville ultra dense comme Paris, dans une ville polluée, comment on peut faire pour développer la cyclo-logistique. Et là, l'aspect circulaire, il est aussi sur la réparation des vélos cargo, etc. On a déjà des acteurs de l'ESS qui sont assez présents d'ailleurs dans ces filières de réparation. Donc, on a identifié ces 5 filières. On a fait ça sur les premiers mois du mandat. Et après, on s'est demandé comment on allait faire pour construire notre stratégie de filière. Et on est arrivé à l'idée d'organiser des comités de filière, c'est-à-dire qu'on réunit régulièrement, filière par filière, d'abord les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc là, j'ai eu 2 premiers comités de filière ces dernières semaines. J'ai eu le premier comité de filière sur les D3E et le premier comité de filière sur la consigne. On a réuni les acteurs de l'insertion du territoire et en fait, on a posé 2 questions. La première question, c'est on a demandé à ces acteurs quels sont les freins qui vous empêchent aujourd'hui de vous développer davantage. Sans surprise, il y a 2 choses qui sont sorties. C'est la difficulté d'accéder à du foncier et de l'immobilier à bon prix. Et le deuxième frein, c'est le frein financier. C'est lié à l'immobilier aussi, mais c'est les problèmes de trésorerie, etc., dans le contexte de Covid. L'intérêt aussi de ces dialogues, de ces comités de filière, c'est que ça permet de réfléchir à la chaîne de valeur filière par filière. C'est-à-dire, vous savez, dans l'économie circulaire, il y a toute une chaîne de valeur du gisement qu'on récupère à la fin, donc du déchet, en gros, qui ne doit plus être un déchet qu'on incinère ou qu'on enfouit, mais qu'on revalorise par le réemploi ou par le recyclage. Et puis après, on remonte cette ressource en amont de la chaîne et puis on redéploie toute une filière de production. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, y compris de manière assez sommaire, c'est d'essayer de voir sur chaque segment de la filière, de l'amont à l'aval ou de l'aval à l'amont, quels acteurs on a. Et on s'est rendu compte, par exemple, dans la filière de la consigne, par exemple, qu'on a déjà des acteurs assez fortement dans la logistique, dans le transport. On a des acteurs dans les contenants, mais on a un déficit plus grand dans le secteur du lavage. Donc, on voit bien qu'on essaie de combler les trous dans la filière de l'économie circulaire. Donc, ces trous dans les différentes filières qu'on essaie d'identifier, par exemple, sur la filière chantier, bâtiment, ameublement, on a clairement un manque, un déficit en termes d'acteurs qui sont capables d'aller sur les chantiers pour identifier matériau par matériau ce qu'on peut réutiliser, ce qu'on ne peut pas réutiliser dans le cadre d'un urbanisme circulaire. Donc, une fois qu'on a identifié ces trous dans la filière, l'objectif, ça va être de faire émerger justement des acteurs pour combler, qui vont développer de l'activité dans ces trous de la filière. Et ça, on a plusieurs manières de le faire. Soit on essaie d'inciter des acteurs de l'insertion existants à aller sur ce type d'activité. Et là, on va essayer de les accompagner en termes de moyens financiers, en termes d'accès à l'immobilier, puisqu'on a aussi des bâtiments dans notre parc social à la ville de Paris qui est grand, avec des rez-de-chaussée qui sont aussi des locaux commerciaux qui peuvent être activés. On va aussi chercher des financements nationaux, l'ADEME, ou régionaux d'ailleurs, l'ADEME, les financements du plan de relance. Et ça, je pense que c'est super important. En fait, c'est que dans un contexte de difficultés budgétaires, il faut être super en veille sur les différentes possibilités de financement qu'on a, parce que moi, mon budget aussi à Paris, il est très limité. On est dans un contexte très difficile, donc je suis obligé de me poser la question de où je vais chercher des moyens supplémentaires. Et puis, on a une réflexion aussi. Et c'est le deuxième temps de nos dialogues de filière, c'est-à-dire les premières réunions, c'est que les acteurs de l'insertion de l'ESS. Et dans un deuxième temps, on fait venir des acteurs privés classiques, donc des grandes entreprises privées, par exemple dans le secteur du bâtiment, ou aussi des acteurs bancaires, pour travailler aussi à ces financements, à cette diversification des financements, pour créer de l'emploi dans les filières de l'économie circulaire. Et on a des montages qui peuvent être très intéressants. Je ne sais pas si vous connaissez le système, ce qu'on appelle les joint ventures sociales. C'est des structures en fait, que vous créez en mettant d'un côté un acteur privé classique et de l'autre un acteur de l'ESS. Ça forme une seule structure. Alors après, vous voyez comment vous répartissez le capital. En général, c'est l'acteur de l'ESS qui prend la part majoritaire dans la joint venture sociale. Mais par exemple, on a inauguré, là, il y a quelques jours, un atelier de réparation à Paris 18e avec SEB, donc multinationale de l'électroménager, que vous connaissez, membre du CAC 40, et de l'autre, Ares, gros acteur de l'insertion. Et donc, atelier de réparation coporté par ces 2 structures.
Donc voilà, en fait, notre stratégie, c'est les comités de filière qui permettent aussi de créer du dialogue entre les acteurs économiques. Donc c'est vrai qu'il y avait une petite slide par filière. Voilà, donc c'est vrai que je n'ai pas, j'ai pas parlé en lien avec les slides, excuse-moi Martin. Voilà, c'était pour vous illustrer ces différentes filières. Ce que je voulais dire aussi, c'est, je pense que là, aujourd'hui, il y a beaucoup de territoires qui sont représentés. Nous, on est très partants pour travailler avec d'autres territoires parce que, par exemple, sur la question de l'ameublement, on voit bien que le bois qu'on va pouvoir récupérer pour réemployer, il va pas venir que de Paris intramuros. Il va venir aussi de l'extérieur. On a des acteurs aussi sur les masques. On a tout un enjeu de la récupération des masques Covid, réemploi, recyclage. Ce sont des entreprises qui sont aussi… alors, je crois qu'il y en a qui sont il y en a une dans le nord de la France, je crois, une autre dans l'ouest. Enfin, il faut qu'on travaille aussi sur des coopérations entre territoires sur ces filières de l'économie circulaire. Donc, s'il y a d'autres territoires qui sont présents ici, qui se reconnaissent dans les différentes filières que j'ai pu évoquer et qui seraient intéressés pour travailler avec nous, pour qu'on travaille ensemble à développer de l'emploi dans les filières d'économie circulaire, n'hésitez pas. Peut-être terminer par dire que on a un enjeu aussi important parce qu'on est en plein débat aussi budgétaire à Paris. Là, on a eu un premier débat à l'automne, mais là, on est sur le débat du budget supplémentaire. L'État, quand même, a débloqué des moyens pour financer une augmentation des postes dans les SIAE au niveau national. Moi, mon enjeu à Paris, c'est de dégager des financements pour suivre la trajectoire de financement de l'État pour financer des postes dans les structures d'insertion par l'activité économique et d'instaurer un dialogue avec les SIAE parisiennes justement autour de ces objectifs de filière. Parce que je ne sais pas vous comment c'est dans vos territoires, mais chez nous, nos SIAE, par exemple nos régies de quartier, nos chantiers d'insertion, ils ont aussi envie d'avoir des perspectives de développement et donc ils sont en attente de travailler avec la collectivité locale pour voir quelles sont ses priorités et pour voir dans quelle direction commune on pourrait aller. Et donc, voilà, moi je suis en train de me battre là budgétairement pour avoir plus d'argent pour que la ville en tant que département augmente son financement, son cofinancement des postes en insertion par l'activité économique. On a un objectif d'un doublement du financement de la ville de Paris sur ce type de poste à l'échelle de la mandature. Ça fait l'équivalent de 5000 emplois. Et ces 5000 emplois, mon objectif, c'est qu'il y en ait une grande partie qui soit dans ces filières prioritaires qu'on a définies. Un dernier petit mot, puis après j'arrête, ça ne va pas être trop long. Il y a deux filières dont je n'ai pas parlé, qui ont été évoquées et qui sont importantes. C'est les filières de l'énergie et de l'alimentation. Je n'en ai pas parlé parce qu'elles ne sont pas importantes, mais parce que je ne suis pas en charge de ces filières directement. Dans le découpage des délégations, en fait, il y a une délégation spécifique dans l'exécutif parisien qui est sur tous les enjeux liés à l'énergie. Donc, c'est un collègue qui s'en occupe, mais on travaille avec lui. Et il y a une autre délégation spécifiquement sur l'alimentation qui a été créée aussi. C'est une collègue qui s'en occupe dans l'exécutif parisien et on travaille en lien, mais ce n'est pas moi directement qui en suis chargé. Et donc, en fait, la méthode de comité de filière dont je viens de vous parler, elle est spécifique à ma délégation et donc aux 5 filières que j'ai pu évoquer avec vous. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Florentin. Alors, j'arrête le partage d'écran. J'en profite pour dire que l'ensemble des diaporamas qui ont été projetés là, seront présents à retrouver dans notre article retour qu'on fera sur cette conférence. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions pour Florentin Letissier. Alors, j'en vois une notamment de Colline Laurent d'Atis, où c'est une réaction plutôt pour travailler entre territoires. On aurait aussi peut-être des acteurs de l'ESS à accompagner sur l'essaimage ou la duplication de leur activité pour que les structures de l'ESS repérées puissent se développer chez nous, en Nouvelle-Aquitaine par exemple. Avec plaisir. Et je retiens d'ailleurs votre appel que vous lancez pour renforcer les coopérations entre territoires sur ces questions de filières qui me semblent très intéressantes. Et je pense que le RTES, d'ailleurs, si je peux me permettre, est un super lieu justement pour pouvoir travailler à ces échanges entre territoires, justement. Alors, on a une question de Marianne Cuoc de l'ANRU qui nous dit super intéressant. Est-ce que la dynamique filière rejoint également le label fabriqué à Paris
avec l'idée de relocalisation de la production sous forme de micro-industrie, par exemple, Made in Paris. Complètement. En fait, le label Fabriqué à Paris, c'est un label qui a été lancé pour valoriser justement des objets qui sont fabriqués à Paris. Donc, c'est vrai que on récompense par exemple un modèle de chapeau ou un modèle de chaise qui a été fabriqué à Paris, et puis on fait de la communication là-dessus. Et les commerçants ou les magasins qui vendent ces objets peuvent afficher fièrement le logo Fabriqué à Paris pour tel ou tel objet. L'objectif, évidemment, et c'est ce que je vous disais au début, c'est dans une ville qui est super tertiarisée, d'essayer de faire revenir de la petite manufacture, d'essayer de faire revenir de l'atelier. Alors, on ne va pas avoir des unités de production énormes parce qu'on n'a pas la place, mais on peut déjà aller quand même on peut déjà augmenter l'échelle de la production, et y compris en se focalisant sur un maillon par exemple, d'une chaîne de valeur dans l'économie circulaire. Par exemple, dans le textile, on est en train de réfléchir à ouvrir, enfin en tout cas, là, j'ai eu un échange il y a quelques jours, un atelier sur l'effilochage de jeans. Donc, c'est toute petite partie d'un segment dans l'économie circulaire de l'économie du jean. Mais déjà, ça peut créer quelques dizaines d'emplois. Et ça, c'est un atelier dans Paris. Et donc, les autres maillons de la chaîne ne seront pas dans Paris intramuros, seront dans le Grand Paris ou seront même parfois un peu plus loin. Mais en tout cas, on relocalise de l'activité manufacturière ou artisanale ou de petites d'ateliers dans Paris intramuros. Et c'est aussi une chance pour nos jeunes qui sont, je pense aux jeunes en décrochage scolaire ou aux jeunes peu diplômés, d'aller sur des métiers comme ça de la réparation, du réemploi. Voilà, c'est aussi pour eux qu'on fait ça. Très bien. On a également une question de Chloé Perrault de Montpellier Métropole. Est-ce que vous avez développé des structures type SIC comme Enercop sur d'autres secteurs, la consigne, l'emballage, etc. Oui, alors les SIC, justement, ça fait vraiment partie, ça rentre vraiment dans le cadre de notre stratégie de construction de filière. Alors, on n'a pas encore décidé d'aller sur une SIC qui serait, une SIC commune à l'entièreté de la filière. Par contre, on a un certain nombre d'acteurs de nos filières qui ne sont pas en SIC et qui nous contactent pour passer en SIC, justement parce qu'ils veulent s'inscrire aussi dans une ambition plus large en lien avec la collectivité. Par exemple, un acteur du bâtiment, qui est un acteur privé classique, qui nous a contactés il y a 3 semaines parce qu'ils veulent basculer en SIC. Ils veulent que la ville de Paris intègre le capital de la SIC. Ils veulent aussi qu'il y ait, pourquoi pas, des collèges d'habitants, et ils veulent impliquer d'autres structures. Et leur enjeu, c'est justement de grossir sous une forme coopérative pour pouvoir aussi s'inscrire dans cette ambition circulaire. Parce que c'est vrai que la SIC, la coopérative, c'est quand même un lieu aussi qui permet vraiment de travailler en collectif. Et on est tout à fait dans le fait d'encourager les SIC aussi dans un secteur qui est pas forcément directement lié à l'économie circulaire, c'est le secteur culturel. On a un certain nombre d'acteurs culturels qui aujourd'hui sont en grande difficulté financière et qui réfléchissent à basculer en SIC, mais parce que voilà, la SIC, c'est un modèle aussi peut-être plus robuste, parce que moins dépendant du profit à court terme, vous savez tout ça. Mais ils sont aussi des projets dans l'économie circulaire, notamment les théâtres, les musées, qui ont des matériaux de scénographie, d'exposition, d'installation, et qui veulent réfléchir à comment on peut les réemployer, les mutualiser. Et donc, on est en train de réfléchir à ça, y compris avec l'outil SIC. Très bien. On a une autre question de Fanny Rousseau de l'agglomération du Cotentin. Donc, elle nous dit: j'ai noté que les SIAE, structures d'insertion par l'activité économique, participaient au comité de filière. Pouvez-vous nous indiquer si les acteurs du handicap, les entreprises adaptées et les ESAT sont aussi intégrés, et nous donner les autres acteurs donc, qui sont présents dans ces comités de filière, s'il y a d'autres collectivités, d'autres organismes professionnels? Oui, on intègre aussi les acteurs du handicap, par exemple les ESAT, s'ils sont impliqués, s'ils ont déjà des activités dans la filière concernée. Donc ça, oui.
Donc, je vous disais, dans les premiers dialogues de filière, dans chaque filière, on n'intègre que les acteurs de l'ESS et de l'insertion. En plus, évidemment, des services de la ville de Paris et d'acteurs comme la CRES, comme la Maison des Canaux, comme PIE dont je vous ai parlé. Et dans un deuxième temps, on va convier aussi les acteurs privés autour de la table. Donc, par exemple, là, on est en train de réfléchir à je vous disais, on a eu un premier dialogue de filière dans le secteur de la consigne avec les acteurs de l'ESS et de l'insertion. Et pour le deuxième rendez-vous qui va être dans quelques semaines, on réfléchit à inviter des gros syndicats de boissons, typiquement France Boisson, aussi des acteurs comme Coca-Cola, comme les grosses marques de boissons, parce que notre enjeu, c'est aussi d'embarquer ces acteurs-là sur la consigne. Et que si on arrive à créer des passerelles entre ces gros acteurs économiques et des acteurs de l'insertion sur la consigne, et donc créer des emplois dans l'insertion, on aura aussi rempli les objectifs. Donc, ça va être intéressant de voir ce qui va sortir de ces dialogues, de ces deuxièmes dialogues où on va convier donc, des acteurs privés plus classiques, parce que ça peut être aussi un choc des cultures entre les différents acteurs. Mais on n'a pas le choix dans un contexte d'urgence climatique. Il faut emmener tout le monde. Et on va aussi inviter les acteurs de la grande distribution, les Franprix, tous ces gens-là qui ont fait des investissements assez lourds sur par exemple, le plastique recyclé. Et aujourd'hui, on leur dit le plastique recyclé, c'est pas l'idéal, il faut aller vers le réemploi. Et donc, bon, ils sont un peu… Ça leur plaît pas toujours, mais bon, voilà, nous, notre stratégie, c'est d'aller sur la consigne pour réemploi. Donc, on va essayer de les embarquer aussi là-dedans. Très bien. On a donc également une réaction de Caroline Biget, donc d'Atis, par rapport à ce que disait Chloé Perrault de Montpellier Métropole, donc, qui nous dit que sur la métropole de Bordeaux, nous travaillons sur la mutualisation d'activités entre les acteurs ESS du réemploi des emballages alimentaires, donc sur les consignes de box alimentaires et de bouteilles. Et l'une des pistes est une structuration en SIC, justement, notamment pour un outil de lavage de foncier et en lien avec la cyclo-logistique. Voilà. Alors ensuite, on a une question. Alors, je ne sais pas le prénom, du coup, monsieur ou madame Abtour, du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Donc, la récolte de déchets alimentaires a-t-elle été étudiée pour en faire du compost à destination des maraîchers de Paris ou d'ailleurs, en précisant qu'en 1900, Paris était une importante cité de production maraîchère en permaculture? C'est vrai. Oui, ça a été étudié. Alors après, je ne vous cache pas que sur les biodéchets à Paris, c'est compliqué, quoi. C'est un énorme chantier. On a déjà commencé sous la précédente mandature. On a notamment déployé un réseau de compost de quartier à destination des habitants, et puis aussi la mairie met à disposition des petits lombricomposts à domicile des Parisiennes et des Parisiens. Maintenant, on a un gros souci en termes de débouchés, c'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, nos composts de quartier sont pleins. Le lombricompost a beaucoup de succès, donc la question c'est qu'est-ce qu'on fait de toute cette matière organique, y compris parce de plus en plus de gens s'y mettent, aussi d'acteurs privés, d'entreprises, d'acteurs, même la ville de Paris, la restauration collective, tout ça. Et donc, en fait, on va vers une pluralité de solutions pour l'instant. On est en train d'arrêter un petit peu notre stratégie, mais on va avoir effectivement une stratégie à la fois avec des solutions ville de Paris et aussi une stratégie avec des acteurs de l'ESS comme Moulineau, peut-être vous connaissez, ou Upcycle, qui proposent des unités de compost un peu perfectionnées en ville dense. Enfin, voilà, ça accélère le processus. Et effectivement, un des débouchés, ça peut être avec nos agriculteurs en Île-de-France. Et ça, on y travaille, notamment. Alors là, c'est le lien entre la restauration collective de la ville de Paris et la coopérative bio des agriculteurs d'Île-de-France, qui est une SIG justement qui existe déjà. Et il y a déjà des échanges en ce sens qui se fait entre la restauration collective, donc nos caisses des écoles notamment, et cette coopérative des agriculteurs bio d'Île-de-France. Donc oui, on a bien ça en tête, mais ce sera un débouché parmi d'autres
parce qu'on aura vraiment beaucoup de… Enfin, si on arrive à vraiment développer la filière, on aura beaucoup de matières organiques voilà, il faudra trouver un débouché, de forts débouchés. Très bien. On a une remarque de Lauriane Gabel de Pleine Commune qui nous dit que les alchimistes, la structure des alchimistes travaille également sur ce sujet de récupération des déchets alimentaires avec des micro-unités de compostage. Et donc, la question était tout à l'heure, excusez-moi, hein, de Georges-Henri Abtour, donc chargé de mission ESS pour le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Et on avait donc également une question de Colline Laurent d'Atis, donc sur les premières réunions organisées des comités. Là. Quel est l'objectif? Est-ce que c'est de l'interconnaissance ou il y a une réflexion sur une feuille de route commune et des réflexions sur des pistes de coopération inter-ESS? Oui, alors c'est déjà de l'interconnaissance parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des acteurs, même ESS, qui ne se connaissaient pas. Ça peut permettre de nouer des liens de confiance aussi pour avoir parfois des acteurs qui vont construire ensemble un nouveau pan de leur activité. Donc ça, c'est important. Et effectivement, on a des feuilles de route ou d'objectifs opérationnels, filière par filière. Et ce qui est intéressant, c'est que de ces comités de filière aussi surgissent des problématiques que nous, on a. Bon, par exemple, sur l'immobilier, on savait qu'on allait nous dire que l'immobilier coûte trop cher, qu'il y a des difficultés financières, mais il y a des choses qui émergent qu'on n'avait pas forcément mesurées, pleinement mesurées. Par exemple, sur la consigne, a émergé un fort désir d'une standardisation des contenants. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait, bon, ça peut paraître logique, mais c'est vrai qu'on n'avait pas spécialement pensé que c'était si important. Et puis, par exemple, sur la filière numérique, il y a des sujets de licence. Alors moi, je ne suis pas du tout spécialiste, mais quand vous reconditionnez des ordinateurs avec des logiciels, il y a des sujets de licence. Et les acteurs ne sont pas armés pour aller négocier le fait de pouvoir utiliser telle ou telle licence. Et donc, ce qui va se passer, c'est que c'est moi, sans doute, au nom de la ville de Paris, qui vais aller rencontrer des gros acteurs. J'imagine que c'est Microsoft, je ne sais pas qui. Justement, ils vont m'expliquer aussi parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Mais justement, de faire des démarches en tant que collectivité pour appuyer justement l'accès à telle ou telle licence, pour déverrouiller aussi un certain nombre de freins, y compris juridiques ou voilà, de faisabilité sur tel ou tel sujet. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant ces comités de filière. Ouais, c'est vraiment ça. Pour l'instant, ça se passe très bien. Très bien. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors là, je lis juste une réaction de Chloé Perrault, donc de Montpellier Métropole, par rapport à ce que disait Caroline Biget tout à l'heure. Donc, à Montpellier, nous soutenons l'association OC Consigne pour le réemploi de la consigne de verre. Et donc, elle nous dit avec plaisir pour échanger sur ces sujets. Alors, ensuite, on a une question de Lorraine. Désolé, Chancho, oui, ou Ciancio, oui. Je vous laisse poser votre question si vous le souhaitez. Ben oui, en fait, je travaille justement pour la région Grand Est. On a une action autour de réemploi informatique. Je ne suis absolument pas juriste et on se heurte contre les difficultés pour le don de matériel informatique issu des collectivités. Parce qu'il y a un cadre juridique pour un don vers certains types d'organismes, mais notamment pour certaines structures, on n'a pas encore trouvé une solution clé en main. Donc, j'ai profité de ce moment pour partager cette information au cas où il y a des personnes qui ont déjà avancé sur cette démarche, ou peut-être il y a un travail qui est peut-être en cours que je n'ai pas encore découvrir. Donc, je ne sais pas si au niveau de Paris, je sais qu'il y a des opérations exemplaires, c'est les ateliers de bocage, il me semble, qui existent. Donc, est-ce que vous avez déjà connaissance d'un certain nombre des pistes pour cette action de don, ou est-ce que c'est un sujet que vous êtes aussi en train d'explorer? Merci. Oui, on est totalement en train de l'explorer justement parce que on attend beaucoup du deuxième comité de filière dans le secteur de l'électronique, du numérique, parce qu'on va inviter, justement, on aura les acteurs aussi privés, les constructeurs du secteur. Et effectivement, il y a ces problématiques-là. Peut-être que d'ailleurs, ça va nécessiter des évolutions aussi du cadre légal.
Et ça, le RTES, je pense, peut être bien placé pour faire du plaidoyer auprès de l'État. Parce que voilà, faut qu'on soit tous ensemble pour demander certaines évolutions, parce qu'on ne peut pas à la fois acclamer sur tous les toits qu'il faut faire bouger l'économie vers plus d'économie circulaire et laisser un certain nombre de verrous, y compris juridiques, sur certains sujets. Et les ateliers du bocage, oui, on les connaît. J'ai pu avoir un contact avec eux. Ils ont des ateliers, notamment dans l'ouest de la France. Ils travaillent avec Orange, par exemple, sur les téléphones. Voilà, et typiquement, moi je leur ai demandé s'ils ne voulaient pas ouvrir un atelier à Paris, vous voyez, par exemple. Donc, c'est typiquement ce qu'on essaie de faire, quoi. On essaie d'avoir des ateliers sur nos territoires, et donc on a des échanges avec eux. Peut-être, Martin, pour compléter sur la question de Lorraine, il existe déjà des cadres juridiques qui permettent aux collectivités de donner des équipements publics. On a parlé de biens scénographiques tout à l'heure sur la ville de Paris. Sur la question des équipements électriques et électroniques, c'est aussi le cas. Ce qui est compliqué aujourd'hui dans ces dons-là, c'est que les structures derrière n'ont pas le droit de revendre. Et c'est pour ça, typiquement, qu'on vient de porter un amendement avec la Réserve des Arts, avec le réseau national maintenant des recycleries du spectacle, mais je parle de la Réserve des Arts pour Florentin qui doit travailler avec eux en direct. On a porté un amendement dans le cadre de la loi climat, justement, pour expliquer que c'était important de pouvoir revendre. On est parti sur la notion de non-lucrativité pour essayer de convaincre en disant c'est pas pour faire de l'argent pour les structures, c'est juste que le modèle économique de venir collecter, ensuite de reconditionner et puis de remettre sur le marché, c'est un coût pour la structure et il serait quand même dommage qu'elle le fasse à perte, alors que du coup si elle ne peut pas revendre, elle ne viendra pas chercher et donc ça va partir en enfouissement ou à l'incinération. Donc effectivement, les cadres juridiques aujourd'hui permettent des dons, mais pas pour revente. Et c'est ça qui pose problème pour nos structures sur le modèle économique. Alors, on a également une question de Anne-Sophie Ramard de la communauté d'agglomération de Roissy Pays de France, qui nous demande comment les acteurs vont se positionner sur le portage des projets. Est-ce que vous ferez un appel à sélection des entreprises de l'ESS si jamais plusieurs acteurs souhaitent s'inscrire dans vos démarches? Alors, on n'en est pas là, donc on va voir. Notre pari, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Parce qu'il y a dans ces filières, il y a tellement de perspectives de développement. On va voir. Je pense qu'on suscitera des projets partagés, c'est-à-dire on essaiera de faire en sorte que des structures travaillent ensemble. Si elles ne veulent pas travailler ensemble et qu'elles veulent développer chacune des activités de leur côté, soit on passera par des appels à projets, soit on passera par des soutiens, on essaiera de financer chacun ou chacune en fonction quand même de la pertinence du projet, du modèle économique proposé. On essaiera d'être équilibré, de ne pas favoriser beaucoup plus certains que d'autres. Par exemple, sur la filière consigne, clairement, on a déjà quelques acteurs qui existent, qui sont concurrents d'une certaine manière, des acteurs ESS. Maintenant, on part tellement de loin sur la consigne qu'aujourd'hui, il y a un marché énorme à se partager et donc finalement, les acteurs, ils ont envie de travailler ensemble. Enfin, je veux dire, ils ne se voient pas comme des concurrents. Eux, ils veulent plutôt qu'on les aide à lever des freins. Par exemple, sur la consigne, des freins, déjà expliquer aux gens ce que c'est la consigne, parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est la consigne, et rassurer aussi les acteurs économiques, les restaurateurs, les commerçants, les supermarchés, les inciter à passer à la consigne. Et donc ça, ils attendent beaucoup de la ville de Paris. Parce que c'est ce qui peut leur permettre de se développer. Et quand on arrive avec la légitimité de la collectivité locale, on peut débloquer ça. Mais aujourd'hui, on n'en est pas encore à se dire comment on va partager les choses. Et on a un complément d'Aurore Médieux qui nous dit que la direction des achats de l'État, la DAE, travaille aussi à ces questions de dons des 3E à des structures de l'ESS. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions pour Florentin Letessier ou pour Aurore Médieux d'ailleurs, ou des questions un peu plus générales. Je n'en vois pas.
Anne-Sophie remarque que c'est très enrichissant. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut peut-être, Anne-Laure, voir pour des questions par sondage. Je ne sais pas si, comme tu le souhaites. Oui, 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 puisqu'il y a encore une dizaine de minutes, on avait effectivement imaginé de pouvoir savoir prendre un peu la température en fait des démarches engagées par les collectivités locales présentes sur cette approche par filière. Alors, c'est vraiment deux questions très, très rapides. Donc, normalement, vous voyez la première question et vous pouvez répondre comme ça en direct. Donc, est-ce que est-ce que votre territoire est déjà engagé sur une démarche de structuration de filières et puis, donc, une deuxième question sur un peu la suite de ces webinaires, parce que comme Martin l'a présenté, l'idée, c'était un peu une première pour voir aussi l'intérêt de la part des collectivités adhérentes autour de cette approche et de voir un peu les filières sur lesquelles vous souhaiteriez en particulier échanger lors de prochains webinaires. Est-ce que vous recherchez? Voilà, donc l'idée, c'était de pouvoir avoir vos retours par rapport à ces sujets. Et puis, vraiment, merci beaucoup, Florentin et Aurore, d'avoir un peu inauguré ce premier cycle. Je pense qu'effectivement, l'expérience de Paris autour de ces comités filières est vraiment très, très intéressante. Est-ce que vous avez travaillé, parce que c'est une des questions un peu qu'on a au sein du réseau, avec des personnes qui travaillent sur la question des filières de façon générale. Donc notamment, alors bon, je sais que tu étais économiste, mais est-ce qu'il y a eu des échanges, pas simplement avec les acteurs, mais aussi en termes peut-être un peu méthodologiques sur cette question des filières? En fait, je pense que alors, pas tellement. Pas tellement. En fait, on a plutôt travaillé avec les services de la ville. On a la chance d'avoir un bureau des économies solidaires et circulaires à la ville de Paris avec des gens qui connaissent très bien les sujets. Mais c'est vrai que typiquement, quand on a cherché à cartographier les filières et surtout à identifier les métiers, enfin, là, on pourrait créer de l'activité dans les filières. Là, on aimerait avoir plus de données, on aimerait avoir plus d'informations. C'est pour ça qu'on a lancé une étude là. On va lancer des études justement sur où peuvent être où vont se créer dans ces filières de l'économie circulaire les métiers de demain, quoi, pour qu'on puisse aussi construire notre stratégie là-dessus. Et c'est vrai que peut-être on aurait pu contacter des gens, je ne sais pas, du côté de l'INSEE, du côté je ne sais pas, d'instituts de recherche économique ou même peut-être plus travailler avec les chambres de commerce ou ce genre d'acteurs. On ne l'a pas tellement fait, on a un petit peu fait, mais ce n'est pas de façon très, très approfondie. Parce qu'en fait, c'est vrai que l'information sur les perspectives de création d'emplois à 10 ans, quels sont les métiers, quelles sont les formations, du coup, ça, c'est vraiment très important. On a un peu de données, mais il nous en faudrait plus. Là-dessus, il existe déjà des ressources auxquelles on avait contribué justement, puisque donc à la suite de la feuille de route économie circulaire au niveau national, il y avait un des sous-groupes de travail qui était sur la question des emplois et des compétences et des formations. Il y avait donc au total 10 fiches métiers qui avaient été réalisées, dont 3 que moi j'avais co-rédigées avec les acteurs sur la question justement des métiers de l'économie circulaire et de l'ESS. Donc en l'occurrence, il y avait ce que moi j'avais appelé ambassadeur économie circulaire, qui était un peu une déclinaison de l'ambassadeur emballage, de la filière emballage, mais sur venir sensibiliser les ménages aux questions transversales filière d'économie circulaire. La question de l'agent polyvalent de valorisation, à savoir l'agent qui travaille en ressourcerie-recyclerie, et puis la question aussi de l'opérateur un agenceur d'espace de vente de seconde main. On n'organise pas du tout un espace de vente de seconde main de la même façon que quand on a 15 fois le même objet à valoriser dans du neuf.
Et il y en avait un certain nombre d'autres. Il y avait la question des centres de tri qui allait évoluer sur les centres de tri emballage, puisqu'on imagine que tout va être de plus en plus mécanisé. Ça veut donc dire que ces postes qui étaient dans la plupart des cas en insertion vont devoir aussi évoluer sur éventuellement de la maintenance machine, mais ça veut dire qu'un certain nombre de ces salariés-là vont peut-être aussi pas forcément pouvoir suivre cette adaptation, donc il faudra trouver effectivement des nouveaux métiers. Il y a la question des biodéchets qui était ressortie aussi, du réemploi des matériaux du bâtiment. Il est disponible ce document sur notre site internet, dans les ressources, si vous voulez. Et puis Martin, si besoin, je peux vous le renvoyer si vous souhaitez le mettre dans la newsletter, enfin dans le mail de retour du webinaire. Bien sûr. Ça avait été fait avec le ministère de l'Environnement, en l'occurrence. Oui, tout à fait. Dans l'instruction, ces approches métiers, je pense qu'il y a plusieurs territoires qui travaillent sur ces sujets, sur les valoristes, sur le lien avec les compétences. Je pensais aussi un peu aux approches un peu plus théoriques sur la question, par exemple, des chaînes de valeur qui a été évoquée, de pouvoir repérer sur une filière où est-ce qu'il y a création de valeur et comment faire en sorte que les acteurs de l'ESS soient bien positionnés dans le cadre de la filière, à l'endroit où il y a vraiment création de valeur, parce que une des difficultés, c'est quand même souvent ce qu'on peut voir, c'est que les acteurs de l'ESS, on peut être positionnés à des endroits de la chaîne où il n'y a pas forcément beaucoup de création de valeur. Et alors, je ne sais pas, est-ce que d'autres territoires ont pu engager des réflexions sur ces sujets avec des économistes, avec des prospectivistes ou avec des chambres consulaires Non, il n'y a pas forcément de travail sur ce sujet. En tout cas, c'était une des idées qu'on avait. Oui. Anne-Laure, juste pour te dire sur la question de territoire, il y a 2 CRES qui travaillent sur ces questions d'emploi compétences de l'économie circulaire et de l'ESS, les CRES Bretagne et Pays de la Loire, qui travaillent depuis 2 ans sur ces sujets-là. Ce n'est pas directement avec les collectivités peut-être, mais au moins que les collectivités concernées soient au courant. Merci, on avait un échange avec Fabrice sur ce sujet. C'est pour ça que pour nous, c'était particulièrement important aussi que les réseaux d'acteurs et donc ESS France soient impliqués dès le départ de ce chantier. Tout à fait. Côté collectivité, Sandra, est-ce que tu voulais… Oui, je peux juste dire que nous, on cherche à travailler sur la réhabilitation énergétique des bâtiments, mais on débute juste et là, en fait, on prend connaissance de l'état d'esprit des chambres consulaires. Le premier rendez-vous n'a pas été très, très facile, mais on commence par là, en tout cas, pour débuter par un état des lieux. Et c'est vrai que du coup, la démarche de Paris là, va être assez inspirante. Et l'idée de travailler avec des économistes aussi nous avait pas encore effleuré, mais ça va nous inspirer. Mais on n'est pas très, très avancé. Hein. Quand on sera plus avancé, je pense qu'on en reparlera. Après, sur le numérique, alors nous, on n'est pas… alors, si on travaille aussi sur la filière vélo, mais là, je ne suis pas capable d'en parler puisque c'est une autre collègue qui s'en occupe. On travaille aussi la question du numérique, mais un peu de… Enfin, nous, on le travaille et là, ce n'est pas moi non plus qui travaille via un SIEG, donc un service d'intérêt économique général. Donc là, bon, je n'ai bien sûr pas le temps de rentrer dans les détails, mais en tout cas, aujourd'hui, je ne sais pas vous dire par quel artifice, mais en tout cas, nous, on arrive à donner notre matériel et on le fait depuis on le fait depuis un certain temps. On s'est aperçu un jour qu'effectivement, il y a des problèmes de législation et les collègues ont réglé ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est en train de délibérer sur un SIEG dans le cadre du numérique. Voilà. On aura l'occasion de faire témoigner, de vous solliciter pour une intervention dans un prochain webinaire autour de la question des filières. Et on bossera ça pour qu'on puisse rapporter des choses plus précises. Ok, ben voilà, je vous ai partagé les résultats rapides du sondage. Donc avec une majorité de territoires qui sont engagés dans une démarche de territoires participants de structuration de filières. Et par contre, sur les prochaines filières, c'est très, très partagé. Matériaux du bâtiment et alimentation, les 2 filières qui arrivent en tête, suivies de très près par le numérique durable.
Ok, bon, bah, c'est des éléments qui sont importants pour nous. Sur l'alimentation, donc on a en parallèle un cycle sur l'alimentation. Enfin, j'imagine que vous recevez les informations autour de ce sujet. Et on va effectivement croiser les travaux de ce cycle d'alimentation avec l'approche par filière. Et puis sur les attentes, bah, là aussi, c'est très partagé. Partage d'expérience entre collectivités à 91%. J'espère que ce webinaire a bien répondu à vos attentes. Et Martin, je te laisse le mot de la conclusion s'il n'y a pas d'autres interventions. Ça marche. Alors, il y a quand même une précision de Lauriane Gabel de Pleine Commune qui nous dit qu'il y a une démarche d'économie circulaire sur Pleine Commune qui a lieu autour des matériaux issus de démolution, construction de bâtiments qui est en cours, voilà, avec une collègue dédiée sur le sujet, et une volonté également de travailler sur le numérique. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, Fabrice Gétin du pôle ESS de Lorient. Donc, une démarche d'économie circulaire, matériaux du bâtiment et réemploi, matériaux issus d'activités industrielles sur le pays de Lorient. Nous avons travaillé avec Bellastock, Bretagne Sud Habitat, l'Agence locale de l'énergie, l'ADEME et la région, la CRES également. Et nous sommes à la recherche de tout échange avec d'autres territoires sur ces sujets. Voilà. Donc, merci beaucoup à toutes et à tous, à nos deux intervenants du jour. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, j'en vois pas, mais de toute façon, je pense qu'on va s'arrêter là. Et donc, juste pour vous informer que donc, cette conférence a été enregistrée, elle sera donc disponible dans quelques jours sur le site du RTES, donc rtes.fr, avec également un compte-rendu écrit, donc les diaporamiques.